Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Chanel Béni, responsable commercial pour devenir propriétaire au pays. C'est une plateforme d'experts qui accompagne dans les procédures d'acquisition et de vente de terrain, acquisition et de vente de biens immobiliers, pour la conciergerie, location de voitures de luxe avec chauffeur, également pour le coaching. Nous avons développé un programme qui permet à des talents de pouvoir se révéler. Et donc, dans le cadre de ce programme, nous accueillons aujourd'hui Madame Aude Kamwa. C'est un esprit brillant qui a fait son parcours à la fois au Cameroun et dans les pays de l'Afrique. L'idée aujourd'hui, c'est d'interroger Madame Aude Kamwa sur son parcours. Quelles ont été ses difficultés, quels sont ses objectifs aujourd'hui. Surtout de savoir quelles ont été ses motivations. Parce que voilà, aujourd'hui, Madame Aude a sorti un recueil sur la thématique de démarquer votre marque. On va dire que c'est un ensemble d'idées très prononcées sur des questions qui sont essentielles au vécu des entreprises aujourd'hui. L'idée part d'un constat qui est très simple. C'est que voilà, la majorité des entreprises se meurent au bout du cap des 5 ans. Donc elle a fait ce constat-là. Elle est allée à la recherche des solutions. Elle est allée à la recherche du problème ou de la problématique essentielle. Et aujourd'hui, on aura la chance de découvrir avec vous, quelles sont, si on peut le dire ainsi, quelles ont été ses motivations, qu'est-ce qui a poussé à cette réflexion-là. Et donc, pour l'occasion, je vais redire bonjour à Madame Aude. Bonjour Madame Aude. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien, vous vous sentez à l'aise. Je vais très bien et vous? Parfait. Très bien. Alors, dites-nous, vous avez un parcours qui est tout de même exceptionnel. Il faut dire que vous n'avez que 28 ans, c'est assez remarquable. Donc, nous, aujourd'hui, on vous considère comme un vrai talent. Déjà, commencez par nous dire comment vous avez découvert de devenir propriétaire au pays, quelles ont été les circonstances qui vous ont permis de nous contacter. Ok. Donc, déjà, bravo à ce que vous faites pour pouvoir aider des gens à investir et à devenir propriétaire au pays. C'est une thématique très importante. Oui. Déjà qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de cette orientation-là. Tout à fait. Ils n'ont pas parfois les... La garantie. Exactement. Donc, félicitations à vous pour ce projet. Je Très vous ai bien. découvert par Facebook, Oui. dans le cadre de la recherche des personnalités qui pourraient être intéressées par le livre que j'ai écrit, Oui. Démarquer votre marque, le guide ultime pour sortir du lot. Oui. Donc un petit livre pour des entrepreneurs et des porteurs de projets. Un livre de gauche. On peut dire que c'est un livre de gauche avec un ensemble de conseils qui permettent. Exactement, mais surtout des exercices. Oui. Donc, Très bien. Alors dites-nous, votre parcours académique, il est assez exceptionnel parce que en 2000, on va dire que vous avez eu très vite votre bac, vous êtes très vite devenu entrepreneur. Quelles ont été vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à un tel niveau Voilà, dites-nous. ok, déjà, j'ai étudié ici à Yaoundé mes études primaires et secondaires et j'ai fait la section anglophone. Donc j'ai eu mon bac en économie, en mathématiques et géographie. Et j'étais très intéressée par l'économie parce que déjà dans nos cours, on disait toujours les pays africains, less developed countries, donc les pays qui sont moins développés que les autres. Et pour moi, je crois fermement qu'on peut devenir aussi developed countries parce que pendant longtemps, pendant tous les cours, c'était toujours la même chose. Nous n'avons pas des économies qui étaient développées. Oui. Et donc j'avais déjà ce désir-là de pouvoir contribuer au développement des économies africaines. Oui. Et quand je suis arrivée à l'université catholique de Boya, c'est une université entrepreneuriale. Donc dès la première année, tout le monde m'avait, peu importe son cursus, que je sois ingénieur, architecte, agriculture, peu importe. Tout le monde apprend du business. Voilà, d'entrepreneuriat. Oui. Et c'était tellement dense que
À la fin de notre cursus, on devait présenter une idée de projet viable. Et le but en fait de l'université était de créer des solutionneurs qui devaient apporter des réponses aux problématiques qu'on rencontre au quotidien. Et la particularité de l'université aussi, c'était que, à part les cours d'entrepreneuriat, on avait des cours de religion, vu que c'est une université catholique. C'était très centré sur la relation avec Dieu. Le but de l'université était vraiment qu'on soit en tant que professionnel avec des valeurs spirituelles et morales qui peuvent apporter des solutions pour les différentes problématiques qu'on rencontre en Afrique. Et pour moi, en tant qu'étudiante en banque et finance, je me suis rendu compte que la majorité des entreprises n'avaient pas accès au financement. Non seulement ça, la majorité des entrepreneurs aussi n'avaient pas les bases en gestion. Par exemple, on avait des camarades de classe qui faisaient agriculture, d'autres qui faisaient ingénierie, d'autres qui faisaient tous les programmes là, mais ils n'avaient pas des bases en économie, ils n'avaient pas des bases en gestion d'entreprise. Ils devaient entreprendre. Parce que le cursus nous permettait, nous donnait des outils pour le faire. Et donc moi je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un qui fait architecture va gérer une entreprise? Il faut qu'il ait des bases en fait, il faut qu'il apprenne à gérer une entreprise. Tout à fait. Et donc avec le fait que les banques ne donnaient pas le crédit ou bien des financements PME, je me suis dit qu'il fallait créer une sorte de lien entre les PME et les banques, donc donner des outils aux PME pour qu'elles puissent être finançables. Accéder au financement. Exactement. Et c'est comme ça que mon projet est né. Donc la dernière année, j'ai commencé à travailler dessus pour voir un peu comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une entreprise ait des bons outils de gestion et qu'elle les met en pratique et ensuite qu'elle puisse accéder au financement pour pouvoir grandir, pour pouvoir employer plus de personnes et créer une sorte de mouvement économique, un développement économique. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé sur mon projet et j'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi les jeunes Africains qui ont postulé au Young African Leadership Initiative. C'est une initiative de Barack Obama et de USAID. Donc, il y a eu plusieurs organisations qui se sont mises ensemble pour pouvoir accompagner les jeunes africains. Mais en réalité, nous, on a du mal à comprendre, c'est-à-dire que on se doute bien que voilà, cette majorité des entreprises qui se meurent dans les 5 ans, ils ont tout de même des personnes qui ont étudié la gestion, qui ont étudié les finances. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier le fait qu'on ait plus d'entreprises qui se meurent dans les 5 ans qu'il y en a plus qui survivent? Le problème, c'est la gestion, généralement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée d'entreprise, en fait. Et la majorité des gens ne considèrent pas l'entreprise comme une entité vivante. Une entreprise, c'est une personne morale, en fait. Oui. Donc, ça a ses caractéristiques, ça a son comportement, ça a son environnement. Mais la majorité des gens ne sont pas conscients, en fait. Et surtout qu'on encourage l'entrepreneuriat dans notre culture maintenant, tout le monde veut entreprendre, mais les gens ne prennent pas vraiment le temps de comprendre. De comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Tout à fait. À la fois l'entreprise et tout ce qui est autour de l'entreprise. Exactement. Parce que l'entrepreneuriat, oui, mais après l'entrepreneuriat, c'est entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? Beaucoup de personnes ne savent pas. Se disent juste que oui, je vais entreprendre dans l'agriculture, mais si tu entreprends dans l'agriculture, tu dois créer une entreprise pour pouvoir aller au bout de tes objectifs. En fait. Oui. Donc je pense que le problème se trouve à ce niveau-là. D'accord. Et dites-nous, c'est quoi exactement, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Parce que je m'imagine comme tout le monde que entreprendre, c'est pouvoir arriver à matérialiser une pensée ou une idée qu'on a eue. Mais qu'est-ce que c'est que l'entreprise exactement? Une entreprise, c'est une organisation qui a pour but d'apporter des biens ou des services pour se faire un profit. D'accord. Donc, la définition générale, c'est ça. Oui. Donc, maintenant, quand on veut entreprendre, ça veut dire qu'on a trouvé un problème
auxquelles on va apporter des solutions pour se faire du profit. Tout à fait. Mais maintenant, pour ce faire, il y a un parcours, des étapes. Il y a un parcours, il y a des étapes, mais aussi il y a des intervenants. Parce qu'une entreprise, elle évolue dans un système économique. Donc dans le système économique, on a le système interne et le système externe. Oui. Le système interne, ça consiste à quoi? Les ressources humaines, par exemple, qui vont travailler à la réalisation de l'objectif. Oui. Il y a le système financier qui va s'occuper de tout ce qui est gestion de finances, tout ce qui est gestion de comptabilité, traçabilité. Il y a le système de la production qui est chargé maintenant de produire le bien ou le service. Donc il y a tout ça. Et à l'externe, on a ce qu'on appelle l'environnement externe, donc le gouvernement, donc la fiscalité, les impôts, le marché. Donc il y a tout ça en fait qui doit être pris en compte. Mais la majorité des personnes ne voient pas ce volet-là. Donc ils se disent oui, j'ai mon idée, il y a le marché, il y a les clients, mais ils ne considèrent pas tous les autres aspects de l'environnement externe. D'accord. Alors, nous, on souhaite comprendre, est-ce que c'est un problème qui est propre au Cameroun ou c'est un problème qui est généralisé? Parce que je suppose que, bon, voilà, il est clair que vous êtes passé au-delà du Cameroun, vous avez été au Bénin, au Sénégal, au Gabon. Est-ce que c'est un problème que vous avez rencontré dans ces pays-là? Ou alors c'est un problème qui est propre uniquement au Cameroun? Non, pas du tout. C'est un problème général, en Afrique surtout. Parce que, vous voyez, lorsqu'on parle d'entrepreneur, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a son idée, qui veut la faire matérialiser. Oui. Mais il n'a pas parfois tous les outils qu'il faut. Vous voyez un peu. Donc, il n'est pas parfois conscient de son environnement. Et ça, c'est partout on le rencontre. Partout en Afrique, que ce soit au Ghana, au Sénégal, même ici au Cameroun, c'est un problème général en fait. Et pour moi, justement, ce qui m'a amené à écrire mon livre en français, c'est parce que je me suis rendu compte que l'Afrique francophone n'a pas vraiment conscience de l'accompagnement qui se fait en termes de consulting, en termes d'accompagnement, de cabinet de gestion. Ils n'ont pas forcément cette culture. En fait, c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que c'est vrai qu'au Cameroun, on a deux systèmes d'éducation. Enfin, on a un système qui est divisé en deux sous-systèmes. On a un système anglophone et un système francophone. Beaucoup de personnes s'accordent à dire que le système anglophone est plus outillé dans la gestion financière, dans la culture de la finance. Par contre, le système francophone, lui, il est plus littéral, il reste plus dans un aspect de conception et non pas dans un aspect de réalisation. Je ne sais pas si vous épousez cette idée-là ou alors si cette idée vous semble tout à fait égarée. Si, j'épouse cette idée, mais comme vous l'avez dit tantôt, quand nous on faisait par exemple en troisième, chacun devait choisir où il va, ça te donne déjà une certaine perspective de l'avenir, de carrière et aussi d'outils. Parce que, par exemple, mon cours de géographie, ce n'était pas juste la géographie. Il y avait la géographie physique, la géographie humaine. Donc, c'était vraiment entrer dans entrer dans les profondeurs de la géographie. L'économie, c'était divisé en trois. L'économie primaire, macroéconomie, où on allait vraiment dans le household, dans la maison, comment ça se passe. Donc, je pense que c'est dans le ménage. Exactement. Comment cette profondeur-là nous apporte un plus que, par exemple, quelqu'un qui a fait la section francophone n'aura pas. Mais aussi, il y a des inconvénients, parce que comme moi j'ai fait économie, j'ai fait géographie, j'ai fait mathématiques, il y a des aspects aussi de la physique, de la chimie, de la biologie que je n'ai pas en fait. D'accord. Est-ce que vous sentez ces manquements dans votre quotidien? Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment parce que personnellement... On va pas dire que c'est un manquement réel. Je m'intéresse aussi à ça, mais d'une certaine manière, pas profondément comme quelqu'un qui a eu au cours de son cursus secondaire toutes ces notions-là. Oui. Donc je pense que ces deux peuvent aussi être un peu complémentaires. D'accord. Donc à ce niveau-là. C'est pas parce que j'ai juste fait économie que je ne dois pas savoir comment la physique, les notions de physique, oui. parce que aussi ça se voit dans notre environnement.
La physique est là, la biologie est là, la chimie est là, donc tout ça, c'est ensemble en fait. Ça fait partie d'un même écosystème. Et voilà. Donc, pour revenir un tout petit peu à notre thématique, alors, à quoi vous attribuerez le fait que les entreprises se marrent? Est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que c'est un problème de gestion? Ou alors, est-ce que c'est un problème de financement et de gestion? De financement et de gestion. Ah, d'accord. Mais le plus grave, c'est au niveau de la gestion. Parce que si une entreprise gère bien ses ressources, elle aura accès au financement. Ouais. Oui. Le problème, c'est que la majorité des entreprises, par exemple, n'ont même pas de cible primaire. Ils n'ont pas pris le temps de bien élaborer leur cible primaire. Lorsque vous parlez des cibles primaires, c'est vrai que tout le monde a envie de comprendre. Qu'est-ce que vous appelez exactement les cibles primaires? La cible primaire, c'est les personnes pour lesquelles vous produisez les biens et les services. Il y a la cible secondaire, qui sont les personnes qui peuvent influencer votre cible primaire. Oui. Il y a la cible tertiaire, qui sont des personnes qui sont en contact direct avec votre cible primaire. On pourra faire un parallèle entre le consommateur et l'utilisateur. Enfin, entre l'acheteur et l'utilisateur, c'est bien ça? Je prends un exemple par exemple. Oui. Devenir propriétaire au pays. Oui. La cible primaire, ce sont des personnes qui sont à l'extérieur et qui veulent investir. Oui. La cible secondaire, c'est votre chaîne. Votre chaîne est comme une cible secondaire, c'est à travers votre chaîne que vous allez influencer ou promouvoir. Et citer des personnes. Exactement. La cible tertiaire, ce sont des personnes qui sont proches de ces personnes qui veulent investir au pays. Peut-être des personnes qui ont déjà fait. Des ambassadeurs, on va dire. Exactement. Peut-être qu'ils ont déjà fait, ils sont satisfaits. Ou alors comment dire, l'aéroport par exemple. L'aéroport, c'est où ils atterrissent. Donc, l'aéroport peut être considéré comme une cible tertiaire. Ah, d'accord. On va faire une sorte de niche. Exactement. Si vous voulez vendre vos produits, vous devez passer par votre chaîne pour atteindre ces personnes-là. Oui. Vous pouvez aussi avoir un stand à l'aéroport pour accueillir ceux qui viennent et leur présenter vos produits. Tout à fait. Oui. Donc, la cible primaire, c'est celle pour laquelle vous créez vos produits ou vos services. Notre cible, en fait. Exactement. Ensuite, il y a le marché. Beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas le temps d'étudier le marché. Ils ne savent pas combien d'offrants il y a sur le marché, combien de demandeurs il y a. Et ça crée un problème. Parce qu'on se dit peut-être que, ok, j'ai mon idée, il y a une demande. Voilà, les moyens qu'il y a. Exactement. Il n'y a pas d'étude de la concurrence. Qui sont les autres personnes qui font la même chose que moi? Comment est-ce qu'elles opèrent? Ça, c'est important en fait à savoir avant de se lancer. Parce que si on ne sait pas combien de personnes font la même chose que nous, les outils qu'ils utilisent, les stratégies, ça devient compliqué en fait. On ne pourra pas les corriger pour se positionner par rapport à eux. Exactement. Et aussi, il y a ce problème d'environnement externe. C'est-à-dire, qu'est-ce que la législation dit par rapport à ce marché que je veux, dans lequel je vais entrer, bien dans lequel je vais entreprendre? Quels sont les besoins d'investissement? Parce que parfois, on se dit juste, oui, j'ai mon idée, oui, tu as ton idée, mais est-ce que tu as l'investissement nécessaire pour pouvoir y accéder? Est-ce qu'il y a une densité concurrentielle? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui font ça? Et si oui, qui sont-elles? Comment tu te démarques en fait de ces personnes-là? Donc il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que les entrepreneurs n'arrivent pas à peaufiner leur offre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi, comment dire ça, le canevas de proposition de valeur. Oui. Le canevas de proposition de valeur, c'est qu'est-ce que ton client souhaite réellement? Son besoin réel. Qu'est-ce qu'il souhaite réellement? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de ta solution? Qu'est-ce qu'il hérite? Il faut savoir. Et ensuite, qu'est-ce que tu offres? Et comment est-ce que tu soulages ces attentes? Comment est-ce que tu atténues ces irritations? Comment est-ce que tu présentes ton offre? Ça pourrait passer par une certaine connaissance psychologique du client. Justement, j'en parle dans le livre où je décris en fait ce qu'on appelle le buyer persona. Donc le buyer persona, c'est une personne qui va acheter vos produits ou vos services parce que ça correspond tout à fait avec ce qu'il a besoin. Et ça commence, l'étude du buyer persona commence au niveau où il se rend compte qu'il a un problème. Comment est-ce que votre client se rend compte qu'il a un problème? Quelles sont les étapes qu'il prend pour pouvoir arriver à vous?
Parce que quand il se rend compte qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des solutions. Tout à fait. Les solutions qu'il va trouver, généralement, ce sont des concurrents que vous avez. Comment est-ce que vous vous positionnez pour qu'ils vous trouvent comme solution? Donc c'est aussi à prendre en compte. Oui. Et ensuite, quand il vous a trouvé, comment est-ce que vous l'accueillez au sein de votre entreprise? Ça, il faut aussi étudier ça, il faut aussi peaufiner ça. Et ensuite, votre offre, quand vous lui offrez votre offre, quand vous apportez votre solution, exactement. Parce qu'on va parler en termes de solution. Qu'est-ce que vous faites après? Votre customer service, votre service client. Est-ce qu'il y a un suivi de ce client? Est-ce qu'il y a un accompagnement après? C'est à prendre en compte. Service après-vente. Exactement. Et comment est-ce que vous gardez le contact avec ce client? Parce que généralement, les gens, quand on finit d'acheter chez eux, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'il faut que rapidement... Exactement. Pourtant, un client qui est satisfait, il va... C'est un ambassadeur forcément parce qu'il va en parler autour de lui. Exactement. Et donc, les entreprises n'ont pas souvent conscience de ça. Et quand ils vont par exemple, dans un marché, ils échouent, pas parce qu'ils n'ont pas, par exemple, des moyens ou ils n'ont pas mis en place tous les investissements nécessaires, mais juste parce qu'ils n'ont pas étudié le marché, ils n'ont pas compris quel est leur client. Par exemple, il y a des différentes approches de consommation. Il y a des clients qui ont une approche de consommation économique, qui voudraient avoir le meilleur prix. Exactement. Donc ceux-là, ils sont capables d'appeler tous les concurrents pour savoir quel est le meilleur prix par rapport au service qu'ils souhaitent avoir. Maintenant, quand cette personne-là est en face de vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce genre de consommation? Tout à fait. Il y a parfois les différents statuts d'utilisateurs. Ce sont les différents statuts d'utilisateurs des clients. Tout à fait. Donc il y a le non-utilisateur qui n'a jamais utilisé le produit et qui a besoin. Donc il y a une sorte d'éducation en fait sur le produit. Exactement. Il y a des prospects qui sont à la recherche, par exemple l'homme économique là, dont on va parler, qui va chercher une sorte de profit, c'est-à-dire le coût le plus bas. Quelles sont les stratégies en place pour le retenir? Ensuite, il y a des utilisateurs freemium. Par exemple, si votre produit ou service a une version gratuite, comment est-ce que vous faites pour que ceux qui utilisent cette version gratuite-là restent? Ou bien passent à l'achat? Oui, c'est une sorte d'appart. Exactement. Et ceux qui sont déjà des utilisateurs réguliers, comment est-ce que vous les gardez? Donc, il y a toutes ces stratégies à mettre en place. Vous voyez? Oui. Ensuite, il y a aussi, dans la création du buyer persona, le fait de mettre en place les différentes cibles qui sont adaptées. Donc, les cibles secondaires, par exemple. Lorsque vous étudiez un profil client, quelle est la cible secondaire qui est propice à ce client-là? Pour pouvoir l'attaquer directement, même pour qu'il puisse en avoir conscience. Quelle est la cible tertiaire propre? Aussi les méthodes de communication. Quelles sont les différentes méthodes de communication que vous allez mettre en avant pour qu'une personne qui a un profil A puisse avoir l'information et aussi même ça va jusqu'au mode de distribution aussi. Tout à fait. Quelles sont les différentes voies de distribution qui sont dans le marché et quelles sont propices au profil A ou au profil B. Tout à fait. Donc vous voyez, il y a tout ça à prendre en considération lorsqu'on étudie son client. Parce que le client, c'est la personne qui fait rentrer l'argent dans l'entreprise. Il faut avoir une très très bonne connaissance de son client. Maintenant, dans le livre, pour revenir, j'ai travaillé beaucoup sur le chapitre 5. Oui. Dites-nous le chapitre 5 qui parle de quoi? C'est mon chapitre préféré. Parce que ça parle des différents archétypes de marque. C'est un concept qui n'est pas encore très populaire en Afrique généralement. Et même dans le monde aussi, parce que les premières explorations des archétypes en tant qu'outil dans la gestion d'une marque, c'était je crois qu'en 1994, hein, donc ça fait pas très longtemps. Oui. Quand je suis née, c'est là qu'ils ont commencé à voir comment ils peuvent utiliser les archétypes dans la gestion des entreprises. Oui. Et donc il y a 12 archétypes qui ont été élaborés par Carl Jung, un psychanalyste et psychologue suisse, dans les années 40. Mais pour la première fois, elles ont été utilisées en 1994. Donc, l'idée en fait est que les 12 archétypes ont des personnalités différentes. Par exemple, nous avons le héros, l'amoureux, le créatif, le dirigeant, l'aidant. Donc, tous ces archétypes ont des personnalités
qu'une entreprise peut exploiter pour pouvoir se présenter devant ses clients. Tout à fait. Parce que si vous avez par exemple une agence de voyage, votre archétype principal pourra être l'archétype de l'explorateur. Oui. Donc vous devez incarner cet archétype-là pour vous présenter à votre cible. Et ça facilite en fait, parce que lorsque vous savez déjà que, ok, moi je dois me présenter comme l'explorateur, les idées viennent facilement. Les caractéristiques de cet archétype-là, vous pouvez les incorporer dans votre activité. Par exemple, mon cabinet de conseil, c'est l'archétype du dirigeant que j'utilise. L'archétype du dirigeant, c'est quelqu'un qui crée une communauté de personnes qui ont envie d'évoluer. Donc, j'ai créé mon livre, par exemple, pour ces personnes-là, spécifiquement, qui veulent évoluer dans leur domaine et être les meilleurs, peu importe l'industrie. Donc, c'est assez à considérer aussi. Ensuite, les différents archétypes de marque ont aussi ce qu'on appelle des stratégies. Des stratégies qui facilitent. Et ensuite, dans mon livre, j'ai mis des exercices qui sont pour les deux archétypes et chaque entrepreneur doit pratiquer. Exactement. Et à la fin, il va trouver les 3 archétypes qui ont le plus de points. Et donc, dans sa stratégie, il va pouvoir combiner ces 3 archétypes-là pour pouvoir avoir une marque qui se démarque. Qui se démarque et qui perdure, qui va au-delà des 5 ans. Exactement. Donc, en fait, si on fait un petit résumé, l'idée c'est de pouvoir définir le profil de l'acheteur par rapport au profil de l'acheteur, trouver une solution qui soit adéquate à son besoin et par la suite trouver un canal, donc une communication qui permette à l'acheteur de s'identifier dans le produit ou le service qu'on lui propose. Donc en fait, ce serait plutôt une sorte de solution personnalisée par rapport aux besoins réels de l'acheteur. Très bien. Je pense que c'est parfaitement compris de tout ça. Mais on reste essentiellement sur un parcours et surtout, est-ce que c'est accessible à l'entreprise? Comment est-ce que c'est accessible? C'est une très très bonne question. Parce qu'on parle beaucoup de financement et il y a plusieurs voies de financement. Moi, je pense que pour qu'une entreprise ait accès au financement, elle doit avoir des états clairs. Donc, elle doit avoir une santé financière assez stable. C'est-à-dire, on doit pouvoir traquer toutes les entrées et les sorties de l'entreprise. C'est-à-dire une très très bonne comptabilité, des états financiers bien clairs et bien propres, qui montrent la réalité de ce que c'est l'entreprise, de comment est-ce que l'entreprise vit au quotidien. Le souci, c'est que la majorité des entrepreneurs, par exemple, n'ont pas cette traçabilité des finances. N'ont pas cette comptabilité. Exactement. Et ça, c'est un problème. Et justement, dans l'un des outils que j'utilise, c'est, on appelle ça un fichier de suivi. Un fichier de suivi des fournisseurs, des dépenses, pour pouvoir joindre ça à la comptabilité. C'est un service que j'offre en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tracer toutes les finances qui entrent et sortent de l'entreprise? Parce que si un banquier veut vous financer, il a besoin de ces informations-là. Il a besoin de savoir comment est-ce que vous gérez vos finances au quotidien. Mais si vous n'avez pas cette information, comment est-ce que vous-même vous allez pouvoir vous gérer vos finances en fait? C'est impossible. Si vous ne savez pas comment est-ce que l'argent rentre, combien est rentré la semaine passée, combien va sortir le mois prochain, si vous n'avez pas un suivi de vos dépenses, comment est-ce que vous voulez qu'on vous finance en fait? Si ce n'est pas ça. Donc en fait, on pourrait comprendre par là que le financement, en fait, ça doit être une également que l'entreprise de votre travail, dans le but de pouvoir développer votre entreprise et derrière rembourser la dette pour votre travail. Ça dépend en fait. Ça peut être, comme je dis, il y a plusieurs sources de financement. Il y a par exemple un investissement, c'est-à-dire qu'on injecte l'argent dans l'entreprise pour pouvoir gérer. Et ensuite, on a des bénéfices. Ça peut être aussi une dette, par exemple un crédit de la banque ou un établissement financier. Ça peut être aussi un crowdfunding, c'est-à-dire une collecte en fait, pour pouvoir injecter dans l'entreprise aussi. Donc,
L'entrepreneur doit pouvoir déjà gérer au mieux ce qu'il a, avant qu'on ne puisse injecter quoi que ce soit ou qu'on ne puisse compléter. Et ensuite, avant même de chercher l'investissement, on doit savoir quel est le besoin d'investissement dans l'entreprise. L'entreprise a besoin d'argent pour quel secteur? Est-ce que c'est pour la production, l'acquisition de nouveaux matériaux? Est-ce que c'est pour la gestion quotidienne, c'est-à-dire payer les salaires et tout ça? Oui. Ça dépend en fait de chaque entreprise et où elle se trouve. Il faut déjà connaître ses besoins en termes de financement. Il faut déjà connaître comment est-ce qu'on gère ses financements, c'est-à-dire 5 ans ne cherche pas son frère. Et ensuite, il faut avoir un plan, c'est-à-dire un plan un budget, c'est-à-dire une budgétisation qui est là, qui est faite de sorte qu'on sait en fait combien on a besoin cette année, l'année prochaine on a besoin de combien, pour pouvoir faire évoluer en fait. Parce que tous ces documents, toutes ces informations sont très importantes. Parce que vous n'allez pas vous donner votre argent juste parce qu'on a demandé, non. Il faut qu'on sache en fait où est-ce que cet argent va aller. Je comprends. Donc, comme quelqu'un l'a dit, on ne prend pas de crédit parce que l'argent est disponible, on prend du crédit parce qu'il y a un besoin qui est exprimé dans X ou Y secteur. Voilà. Donc aujourd'hui, on reste quand même sur une grosse interrogation. Étant donné que le constat, je suppose que les chiffres que vous avez révélés sur les entreprises qui font faillite dans les 5 ans, ces chiffres ont forcément évolué depuis le temps parce que aujourd'hui, beaucoup de Camerounais entreprennent dans différents secteurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration par rapport aux chiffres qui ont été arrêtés récemment? Ou alors est-ce qu'ils rentrent de façon plus profonde dans le trou? Ça dépend des secteurs aussi. Oui. Parce qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. Il y a des secteurs qui sont plus à risque que d'autres. Oui. Moi, je pense que la majorité des entrepreneurs ne dépassent pas le cap des 5 ans parce qu'ils ont des problèmes de gestion. Ils ne gèrent pas leurs finances correctement, ils ne gèrent pas leurs ressources humaines correctement. Le travail de l'entrepreneur est de s'informer et de s'éduquer sur la gestion de tous ces aspects-là. Par exemple, combien d'entrepreneurs savent exactement ce que c'est que les impôts, comment ils doivent payer leurs impôts? La majorité ne savent pas en fait, ils n'ont pas cette information. Et s'ils ne vont pas à la quête de cette information-là, ça ne va jamais venir la trouver. Il y a parfois aussi des instituts qui financent les entreprises. Mais si une entreprise n'a pas accès à ces financements, à cette information, elle n'aura pas les financements dont elle a besoin. Et aussi, au niveau interne, si l'entreprise par exemple, comme je disais, l'entreprise est une entité vivante, c'est-à-dire elle est indépendante des fondateurs. Donc les émotions des fondateurs ne doivent pas jouer sur l'entreprise. Mais quand on est dans un endroit où, oui, il m'a énervé, il m'a mal parlé, mais c'est un bon élément, je vais le jeter, je vais avoir un autre. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de vision en fait. Donc pour moi, mon but en fait, ce qui me motive le plus est de faire comprendre aux entrepreneurs que votre entreprise n'est pas vous. Elle n'est pas vous, c'est une entité individuelle, indépendante qui peut vivre sans vous. Tout à fait. Donc détachez-vous de ça, détachez vos émotions et laissez-la vivre. Définissez par exemple quelle est la mission de votre entreprise. Beaucoup d'entreprises n'ont pas de mission claire, c'est-à-dire écrite. Et il y a un consultant, un grand frère, je l'appelle mon frère, mais je ne connais pas, mais quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek. C'est un consultant britannique dans le domaine du management. Oui. Il a dit que la majorité d'entreprises meurent parce qu'elles n'ont pas d'énoncé de mission claire. Et j'en parle aussi dans mon livre. L'énoncé de mission, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement? Quel est l'impact que vous souhaitez créer? Beaucoup d'entreprises n'ont pas d'énoncé de mission. Beaucoup d'entreprises n'ont pas d'énoncé de vision. Ils ne se disent pas que okay, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera ici. Ils ne se projettent pas. Mais si vous ne vous projetez pas, vous voulez que qui vous donne des financements pour que vous arrivez où? Parce qu'il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif. Si vous demandez par exemple aux entreprises quels sont vos objectifs dans les 3 mois qui viennent, dans les 3 mois précisément, qu'est-ce que vous allez faire on a day-to-day base, donc chaque jour au quotidien, qu'est-ce que vous allez faire dans 3 mois?
Il n'y a pas d'information. Bon, on va juste venir au bureau, on va faire des choses comme on fait d'habitude, on va rentrer et 3 mois sera passé. On n'aurait pas pu atteint un objectif fixe. Vous voyez? Parce que l'objectif n'aura pas été fixé au préalable. Exactement. Donc il y a tout ça. Si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir des objectifs. Par exemple, dans le livre, comme j'ai dit, c'était des exercices. J'ai mis des exercices du genre, dans 6 mois, vous aurez combien d'employés? Et les employés qui vont venir là, ils vont faire quoi? C'est quoi le... Parce que même si un employé vient, il ne connaît même pas la mission de l'entreprise. Il ne connaît pas la vision de l'entreprise. Il est juste là parce qu'on lui a dit que tu vas le matin, tu vas faire telle chose. Lui-même, il n'est pas motivé en fait. Oui. Pourtant, si un employé vient et qu'on crée dans une entreprise une culture qui est consciente de la mission, chaque employé a sur lui une charge en fait. Je dois contribuer à telle chose. Mon travail est important parce que ça apporte tel résultat. Voyez un peu ce que je veux dire. Mais si l'employé n'est pas déjà conscient, si l'entreprise n'a pas de valeur, parlons de valeur, il y a différents types de valeurs. Si l'entreprise, par exemple, se dit qu'elle est loyale, ou bien elle est partenariat gagnant-gagnant dans ses activités, elle doit démontrer par son comportement qu'elle fait des partenariats gagnant-gagnant. Elle ne va pas avoir, ok, je vais essayer de bouffer un peu, Elle ne va pas développer ça. Et ça crée une fondation qui est importante pour l'entité vivante. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Les valeurs de l'entreprise peuvent être différentes des valeurs du fondateur. Tout à fait. Mais si on décide de créer une entreprise et d'entreprendre, il faut que cette entreprise ait des valeurs. Si elle dit le respect, elle doit pouvoir, dans ses interactions quotidiennes avec les fournisseurs, les partenaires, les employés, les clients, démontrer le respect. Et ça ne coûte rien en fait. Ça ne coûte rien. Pourtant, la majorité des personnes ne le font pas. Ne le font pas. Alors, dites-nous, de façon opérationnelle, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises aujourd'hui, étant donné que vous avez déjà vous avez découvert une problématique qui est suffisamment flagrante à notre société aujourd'hui. Vous avez fait des recherches non seulement au Cameroun, mais au-delà du Cameroun. Vous avez écrit tout un recueil d'informations et d'exercices qui permettront plus ou moins aux entrepreneurs de pouvoir ajuster leur gestion et pour pouvoir accéder au financement. J'espère que cette façon échelonnée, donc ajuster la gestion pour pouvoir accéder au financement. Exactement. Très bien. Donc aujourd'hui, de façon personnelle, qu'est-ce que vous direz aux entrepreneurs qui nous écoutent, parce que on sait très bien qu'ils sont très nombreux aujourd'hui à nous écouter. Qu'est-ce que vous leur direz? Quel est le message que vous leur passerez de façon directe? Le message que je passe aux entrepreneurs est de prendre conscience que leur entreprise est une entité vivante, indépendante. C'est ça le message. Elle doit avoir sa vision, elle doit avoir sa mission, elle doit avoir ses valeurs, elle doit avoir son identité qui peut être différente et qui doit même être différente de celle de ses fondateurs. Pour faire déjà cette différence-là. Parce que quand on a déjà cette vision en place, on peut penser autrement de l'entreprise. On peut voir plus loin que ce qu'on aurait vu si on pense que l'entreprise c'est soi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai travaillé pour une entreprise qui a plus de 60 ans d'existence. Un très très grand groupe espagnol. Et pour moi, j'ai appris énormément là-bas. Et c'est au sortir de là justement que j'ai pu écrire mon livre. Parce que tout ce que j'ai appris, avec déjà les notions que j'avais appris avant, je me suis dit, wow, ça c'est très important. Parce que c'est une entité qui est indépendante, qui est présente dans plus de 65 pays dans le monde, et ils travaillent tous pour le même but, développer le monde. Donc, ils construisent des barrages, des écoles, ils vont dans l'espace, ils ont plusieurs départements. Et pour moi, je trouve ça magnifique, parce que c'est un groupe d'Espagnols qui se sont mis en 1960, qui ont décidé de créer cette entreprise-là. Et ils se sont pas mis pour créer l'entreprise parce que c'est eux. Ils se sont mis parce qu'ils voulaient apporter quelque chose pour le monde.
Et aujourd'hui, ils arrivent à employer des millions de personnes dans le monde, ils arrivent à faire des belles réalisations. Mais si eux, ils n'avaient pas cette vision-là, ils ne sauraient pas où ils sont aujourd'hui. Être dans ce groupe, c'est magnifique en fait. C'est juste génial parce que on a conscience de la mission, on a conscience de la vision, chacun a conscience de son importance là. Je sais que je suis à mon poste-ci parce que je dois faire telle chose. Et mon travail permet à telle personne de faire sa part. Donc, ça crée une chaîne. Oui. S'il y a un problème, on va facilement le gérer. Si on rencontre une difficulté, on va facilement la gérer parce qu'on a conscience, en fait, d'où on va, ce qu'on veut accomplir. Tout à fait. Donc, ce que moi, je considère, ce que je souhaite que les entrepreneurs sachent est que leur entreprise est une entité indépendante qui peut aller au-delà des frontières. Peu importe si tu fais des petits croquettes, peu importe peu importe devenir propriétaire au pays. Ils peuvent aller au-delà des frontières. Ça peut être une entreprise dans 60 ans, qu'est-ce que vous serez? Quand vous ne serez plus là aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ça sera mort ou alors ça va continuer de vivre? Le but est que ça continue de vivre parce qu'une entreprise a quoi, 99 ans? Oui. Voilà. Donc, on est là aujourd'hui, on a jusqu'à peut-être encore 60. C'est-à-dire qu'il faudrait étendre le but ou alors les projets jusqu'à très longtemps. Exactement. Très bien. Alors, on va retenir de notre entretien. On remercie tout d'abord Madame Aude Camot tous ces. C'était un plaisir de vous avoir. Ça a été très instructif et je parie que comme moi, toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui en ont bavé de la brillance de votre esprit. Donc, de ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est que voilà, une entreprise, c'est une idée que tout le monde, enfin que tout entrepreneur voudrait pouvoir matérialiser. Simplement dans la matérialisation de votre entreprise, ou alors dans la perpétuité de votre entreprise, il y a plusieurs facteurs qu'il faudrait prendre en compte, notamment le fait que votre entreprise est une personne indépendante. Très bien, j'espère que je fais un résumé assez correct. Donc, c'est une personne indépendante qu'il faudrait non pas nourrir des émotions du dirigeant ou du propriétaire, si on peut le dire ainsi, mais qu'il faudrait nourrir avec une étude complète à la fois du marché, de la concurrence, du produit, du besoin, une certaine adaptation, une certaine alchimie entre tous ces éléments-là pour pouvoir non seulement produire des services et des produits ou des produits de qualité, mais également de pouvoir exister dans le temps avec un but bien défini, des missions bien définies et un objectif à très très long terme. De toutes les façons, c'est ce qu'on vous souhaite. On vous remercie pour votre temps. On vous remercie de nous avoir écoutés comme toujours. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés jusqu'ici, eh ben, c'est très simple. Vous cliquez sur la cloche de notification. Vous n'hésitez surtout pas à partager avec vos proches parce qu'aujourd'hui, c'était certes la première, mais c'est la première d'une longue série d'entretiens très intéressants. Et donc, pour ne pas manquer les prochains épisodes, ne manquez pas de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification. On vous souhaite d'avoir une excellente journée, une excellente fin de journée. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez la vidéo. Et surtout, on se dit à la prochaine.